prenez ça et allez vous débarrasser du fardeau que vous portez dans le ventre. Et quand vous aurez fini, sortez de cette maison et ne revenez jamais. » La voix de ma belle-mère Isabella était aussi tranchante et froide que l'acier par une nuit d'hiver. Cela faisait moins d'une semaine que mon mari était décédé. La terre sur sa tombe était encore fraîche, et elle me jetait déjà une liasse de billets et l'adresse d'une clinique de santé pour femmes au visage. Je restais paralysé, les pieds enracinés au sol carrelé et froid de la maison qu'encore quelques semaines auparavant, j'appelais mon foyer. Dans mes oreilles, l'écho de ces gémissements déchirants pendant les funérailles semblait encore résonner. Mais maintenant, devant moi, ce n'était pas une mère qui venait de perdre son fils bien-aimé, mais quelqu'un d'autre, une étrangère d'une cruauté incroyable. Ma main tremblante se posa instinctivement sur mon ventre de 4 mois, où grandissait le premier enfant d'Alex et moi. La seule graine qu'il avait laissée dans ce monde grandissait de jour en jour, et elle l'appelait un fardeau. Il y a à peine plus d'une semaine, ma vie était un rêve parfait que n'importe quelle jeune femme désirerait. Je m'appelle Sophia. Je suis institutrice de maternelle dans une petite ville tranquille de la vallée de la Willamette, dans l'Oregon. Ma vie a vraiment changé quand j'ai rencontré Alex. C'était un ingénieur civil qui était venu dans ma ville pour un projet que son entreprise gérait. Il était mûr, gentil, avec une chaleur dans ses paroles. Il disait qu'il aimait ma tendresse, mon authenticité, mon sourire et la patience avec laquelle je traitais les enfants. Le jour où il m'a demandé de l'épouser, ma famille a pleuré de joie. Mes parents ne sont que des fermiers et des viticulteurs pour être exacts qui ont travaillé dur toute leur vie, ne voulant qu'un bon mari, un havre de paix pour leur fille. Et Alex, aux yeux de tous, était le porc le plus solide. Ma belle-mère, Isabella, semblait aussi beaucoup m'apprécier au début. La première fois que je suis allé dans sa maison de briques à New York, elle m'a tenu la main pendant longtemps, louant sans fin ma beauté et ma bonté. Elle disait que sa famille ne manquait de rien, seulement d'une belle fille vertueuse qui sache s'occuper du foyer. Elle m'a même dit de la considérer comme ma propre mère, de tout lui dire sans hésitation. Et je l'ai cru. J'ai cru naïvement que j'avais une chance incroyable. Je pensais que la bonne fortune de mes ancêtres m'avait permis de trouver une famille par alliance merveilleuse. Notre mariage fut célébré avec les bénédictions de tous. J'ai suivi Alex à la ville pour vivre dans un appartement spacieux qui, selon lui, était un cadeau de mariage de ses parents. Ma vie dans les jours suivants fut remplie de bonheur. Alex m'aimait et me choyait à l'extrême, sachant que j'étais nouvelle en ville. Il m'emmenait sortir chaque week-end, me montrant chaque rue, chaque coin des arrondissements. Il ne me laissait jamais faire de tâches lourdes. Il disait toujours que les mains d'une enseignante étaient faites pour s'occuper des enfants, pas pour des tâches ardues. Quand je lui ai annoncé la nouvelle de ma grossesse, il m'a serré fort dans ses bras, me faisant tournoyer dans le salon. Il collait son oreille contre mon ventre, murmurant des mots d'amour à l'enfant pas encore totalement formé. À ce moment-là, je pensais être la femme la plus heureuse du monde. Mais le bonheur fut éphémère, et la tempête arriva par un après-midi fatidique. Alex a dit qu'il devait partir soudainement pour un chantier dans les montagnes rocheuses, promettant qu'il reviendrait bientôt. J'ai repassé chaque chemise pour lui ai dit d'être prudent sur la route. Mais 2 jours plus tard seulement, j'ai reçu un appel de son entreprise. Ils ont dit que le SUV dans lequel il voyageait avec plusieurs collègues avait eu un accident en descendant un col de montagne. Personne n'avait survécu. Mon monde entier s'est effondré. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé sur le lieu de l'accident ni comment j'ai identifié son corps. Tout n'était qu'un flou de larmes et de douleurs déchirantes. Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. À mes côtés, ma belle-mère sanglotait. Elle m'a serré dans ses bras. Sophia, Alex est vraiment parti. Comment allons-nous vivre maintenant, toi et moi? À ce moment-là, j'ai ressenti un certain réconfort, pensant qu'au milieu de cette tragédie, j'avais au moins ma belle-mère à mes côtés et quelqu'un sur qui m'appuyer. Les funérailles d'Alex se sont déroulées dans une atmosphère de deuil. J'étais comme un fantôme. Je ne savais que m'agenouiller près de son cercueil, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais dès que les derniers invités sont partis, quand seule la famille est restée dans la maison, ma belle-mère a changé. Elle ne pleurait plus. Elle s'est assise sur le canapé et m'a regardé avec une froideur inhabituelle. Elle a commencé à me blâmer et à me faire des reproches. Elle a dit que j'étais un mauvais présage, que j'avais porté malheur à son fils. Depuis qu'il t'a épousé, ses affaires ont commencé à péricliter. Et regarde, maintenant il a perdu la vie, me laissant seul,
moi, une pauvre veuve. J'étais stupéfaite, incapable de croire ce que j'entendais. J'ai essayé d'expliquer, mais elle m'a coupé. Elle a pris les clés de ma maison, les clés de la voiture. À partir de maintenant, je gère tout dans cette maison. Tu ne peux rien décider par toi-même. J'ai essayé d'être patiente. J'ai pensé que peut-être le chagrin causé par la mort de son fils l'avait déséquilibrée. Je me suis dit que je devais la comprendre, être à ses côtés dans ces moments-là, mais elle a pris ma patience pour de la faiblesse. Chaque jour, elle devenait plus despotique. Elle me forçait à faire toutes les tâches ménagères, nettoyer, laver, cuisiner pour les parents qui venaient présenter leurs condoléances. Au repas, elle ne me donnait que du pain rassis et de l'eau, disant « Une femme parasite comme toi a de la chance d'avoir quoi que ce soit à se mettre sous la dent. » J'ai serré les dents et avalé mes larmes, me consolant en me disant que je devais être forte pour l'enfant dans mon ventre pour la seule lignée qu'Alex avait laissée. Et puis le comble de la cruauté est arrivé ce matin-là, le moment que j'ai raconté au début de l'histoire. Après m'avoir jeté la liasse de billets, elle est montée directement à l'étage, a fourré tous mes vêtements dans une vieille valise et l'a jeté par la porte. « Sors d'ici !» Son cri a résonné dans toute la maison. La porte s'est refermée violemment devant moi, enfermant tous les souvenirs heureux et me jetant à la rue démunie, sans un sou, avec seulement la douleur, le désespoir et une petite vie qui grandissait dans mon corps épuisé. Je suis resté là sous le soleil implacable de la ville, avec la liasse de billets qu'elle m'avait jetée dans ma main tremblante, les larmes coulant sans fin. Que devais-je faire maintenant? Retourner dans ma ville, inquiéter mes vieux parents et les faire souffrir, ou aller dans cette clinique, faire ce qu'elle disait et abandonner mon enfant? Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Quand une femme est poussée vers l'abîme, quand l'amour et la confiance sont brisés, elle s'effondre ou trouve une force extraordinaire pour se relever. Le soleil de New York tapait sur ma tête, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un frisson glacial se propageant de mon cœur à tout mon corps. Je restais immobile au milieu du trottoir bondé, serrant toujours la liasse de billets froissés et le papier avec l'adresse de la clinique que ma belle-mère m'avait imposée. Le rugissement de la circulation, les rires et les conversations autour de moi semblaient appartenir à un autre monde, un monde auquel je n'appartenais plus. J'étais une île solitaire, à la dérive dans une mer d'étrangers, sans direction, sans soutien. Où pourrais-je aller maintenant? Dans ma ville natale en Oregon? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me présenter avec cet air de misère, avec ce ventre qui s'arrondissait, devant mes vieux parents. Mes parents avaient été si heureux pour moi, si fiers de leur gendre ingénieur. S'ils connaissaient la vérité maintenant que leur fille était traitée plus mal qu'un animal par sa belle famille, ils ne pourraient sûrement pas le supporter. Ou peut-être devrais-je aller à cette clinique. J'ai regardé le papier dans ma main. Les lettres semblaient danser, se moquant de ma douleur. Débarrassez-vous de ce fardeau. Les mots d'Isabella résonnaient à mes oreilles, tranchant comme des couteaux. Mes yeux s'emplirent de larmes à nouveau. C'est mon enfant, le sang d'Alex, le seul souvenir vivant qu'il m'ait laissé. Comment pouvais-je être si cruel? Mais si je gardais l'enfant, de quoi vivrais-je? Une femme enceinte, sans abri, sans argent, sans famille dans cette ville énorme, que pouvais-je faire? J'ai marché et marché sans but. Mes jambes étaient épuisées, et mon ventre commençait à me faire mal par intermittence. Je me suis arrêté sur un banc de pierre sous un arbre et je me suis effondré, serrant fort mon ventre comme si j'avais peur que quelqu'un me l'arrache. Je regardais les gens passer. Tout le monde semblait pressé. Tout le monde avait un endroit où rentrer. Seul moi j'étais sans abri. J'ai pleuré. J'ai pleuré sur mon sort misérable, pour mon défunt mari et pour mon enfant à naître qui souffrait déjà de l'absence d'un père et était sur le point d'être renié par sa propre grand-mère. Après un long moment, j'ai séché mes larmes. Je ne pouvais pas mourir. Je ne pouvais pas m'effondrer ici. Même si je devais prendre la décision la plus douloureuse, je devais vérifier une dernière fois. Je devais m'assurer que mon enfant était toujours en bonne santé. Je ne suis pas allé à l'adresse que ma belle-mère m'avait donnée. Je ne voulais pas mettre les pieds dans cet endroit où elle avait probablement déjà tout arrangé. J'ai demandé mon chemin dans la rue et j'ai trouvé une petite clinique privée cachée dans une ruelle étroite. L'enseigne était décolorée par le temps. J'ai choisi cet endroit pour sa discrétion et peut-être parce qu'il correspondait à ma situation désespérée actuelle. Le médecin qui m'a reçu était un homme âgé aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, mais ses yeux derrière elles étaient incroyablement gentils et perspicaces. Il m'a regardé, puis a regardé mon ventre arrondi.
Sa voix était profonde et chaleureuse. Asseyez-vous, mademoiselle. Quel semble être le problème? J'ai simplement secoué la tête. Ma voix s'est brisée. Je veux une échographie. Il a hoché la tête sans poser plus de questions, me guidant gentiment vers la table d'examen. Quand l'image en noir et blanc de mon enfant est apparue sur l'écran, quand j'ai entendu les battements de cœur forts et réguliers au boum, 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 toute la force que j'avais essayé de rassembler s'est effondrée. J'ai recommencé à pleurer. Des sanglots étouffés que je ne pouvais contenir. Le vieux docteur, le docteur Ramirez, d'après le nom brodé sur sa blouse blanche, n'a montré aucun agacement, m'offrant simplement un mouchoir en silence. Il a attendu que je finisse de pleurer avant de pointer calmement l'écran. Votre bébé est en très bonne santé. C'est un garçon, il se développe tout à fait normalement, sans aucun signe d'inquiétude. Puis il resta silencieux pendant un long moment. Si longtemps que j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il a éteint l'appareil à échographie, m'a aidé à m'asseoir et m'a posé une question qui n'avait rien à voir avec le reste. Mademoiselle, combien de temps vous et monsieur Alex, votre mari, vous êtes-vous connus avant de vous marier? J'ai été un peu surprise, mais j'ai répondu, près d'1 an. Y a-t-il eu des objections de la part de la famille avant le mariage? J'ai secoué la tête. Non, monsieur. Sa mère semblait m'apprécier beaucoup. Le docteur Ramirez a légèrement froncé les sourcils. Il m'a regardé d'une manière étrange, un mélange de compassion et comme s'il avait quelque chose de difficile à dire. Finalement, il a soupiré. Très bien, veuillez attendre dehors un instant. Je vais vous rédiger une ordonnance pour des vitamines. Je suis parti le cœur lourd. Je me suis assise sur une vieille chaise en plastique, jouant avec la liasse de billets que ma belle-mère m'avait donnée. Les battements de cœur de mon enfant résonnaient encore dans ma tête, forts et pleins de vie, mais cela ne faisait qu'augmenter ma douleur. Que devais-je faire? À ce moment-là, le docteur Ramirez est sorti. Il ne m'a pas tendu d'ordonnance mais s'est assis à côté de moi. Il a regardé l'argent dans ma main puis mes yeux bouffis. D'une voix douce, il a prononcé une phrase qui a changé mon destin du tout au tout. Mademoiselle, ne vous débarrassez pas de l'enfant. J'ai levé les yeux, le fixant, stupéfaite. Docteur, que dites-vous? Il m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'une simple compassion, mais d'une détermination étrange. Faites-moi confiance. Juste pour cette fois, venez avec moi voir quelqu'un. Après avoir rencontré cette personne, vous comprendrez tout. J'étais complètement confuse. Mon esprit tournait. Pourquoi un médecin inconnu me dirait-il ces choses? Qui était la personne qu'il voulait que je rencontre? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec ma décision? Mais en regardant son regard ferme, sa sincérité sans trace de mensonge, un rayon d'espoir fou et fragile a brillé dans mon esprit. Je ne savais pas qui le médecin voulait que je rencontre, et je ne comprenais pas pourquoi il disait que je comprendrais tout. Mais en ce moment de désespoir absolu, la main tendue d'un étranger est soudainement devenue la seule bouée de sauvetage à laquelle je pouvais me raccrocher. Je suis resté là comme pétrifié pendant plusieurs secondes, mon esprit totalement vide. Seule la phrase du docteur Ramirez résonnait, s'enfonçant profondément dans ma tête. Venez avec moi voir quelqu'un. Qui? Pourquoi maintenant? 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête. Mais en regardant ses yeux fermes et bienveillants, j'ai ressenti une confiance étrange. Peut-être que lorsqu'une personne est tombée au fond du désespoir, n'importe quel rayon de lumière, aussi faible soit-il, suffit pour tenir bon. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai hoché la tête, un mouvement faible mais décisif. Oui, docteur. Je viens avec vous. Le docteur Ramirez n'a rien dit de plus, me guidant simplement en silence hors de la clinique vers une petite ruelle à l'arrière. Une vieille berline grise était déjà garée là. Il m'a ouvert la porte puis s'est mis au volant. La voiture a démarré lentement, se fondant dans la circulation dense de la ville. J'étais assise sur le siège passager en silence, regardant par la fenêtre. New York était toujours la même, bruyante, pressée, comme si personne ne se souciait de la douleur d'une petite femme comme moi. Je n'ai pas demandé au docteur Ramirez où nous allions ni qui était la personne que nous allions rencontrer. Je suis simplement restée silencieuse, remettant mon sort entre les mains de cet homme inconnu. Peut-être parce que j'étais trop fatigué pour réfléchir ou discuter davantage.
La voiture a roulé pendant environ une demi-heure puis a tourné dans un quartier résidentiel assez calme. Le docteur Ramirez s'est garé devant un petit café avec un bougainvillier rose éclatant couvrant le porche. L'endroit n'avait pas de grande enseigne, juste une petite plaque en bois avec les mots « Serenity Café ». L'intérieur était très chaleureux, avec l'arôme du café fraîchement moulu et des vieux livres. Quelques clients étaient assis, lisant, discutant à voix basse. Le docteur Ramirez m'a conduite à une table dans le coin le plus isolé où un homme attendait déjà. Quand cet homme a levé la tête, mon cœur a semblé s'arrêter. Je me suis figé. Mes lèvres ont bougé sans un son. Charles. L'homme n'était autre que Charles, le meilleur ami d'Alex, son frère de cœur. Je l'avais vu plusieurs fois au mariage et quand il venait à notre appartement. C'était une personne joyeuse, sociable, et il m'avait toujours très bien traité. Mais pourquoi était-il ici? Qu'avait-il à voir avec tout cela? Charles s'est levé et m'a tiré une chaise. Son visage n'avait plus son sourire radieux habituel. À la place, il y avait une expression de profonde inquiétude et de remords. « Bonjour, Sophia. S'il te plaît, assieds-toi. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser tout cela. » Je me suis assise, l'esprit encore chancelant. J'ai regardé le docteur Ramirez puis Charles. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Le docteur Ramirez a alors pris la parole. « Charles, dis-lui la vérité. Elle a assez souffert. » Charles a hoché la tête, m'a versé une tasse de thé chaud et l'a poussé vers moi. « Sophia, bois un peu pour te réchauffer. Ce que je m'apprête à te dire risque d'être très choquant, mais je te demande de rester calme. » J'ai pris la tasse, tremblante, mais je n'ai pas bu. J'ai juste fixé Charles, en attendant. Il a pris une profonde inspiration. Sa voix est devenue basse et lourde. Sophia. Alex. Alex n'est pas mort. Ces 4 mots, Alex n'est pas mort, furent comme un coup de foudre qui me fendit en deux. La tasse de thé tomba de mes mains, se brisant en 1000 morceaux sur la table. Le liquide chaud a éclaboussé partout, mais je n'ai pas ressenti la brûlure. Je ne ressentais rien. Mes oreilles bourdonnaient. Tous les sons autour de moi ont disparu. J'ai juste fixé Charles, la bouche bée, incapable de prononcer un mot. Il n'est pas mort? Alors qu'étaient ses funérailles? Quel corps ai-je serré dans mes bras? Sur qui ai-je pleuré jusqu'à m'évanouir? Pourquoi? Pourquoi nous avez-vous tous trompés? Je sais que tu ne peux pas le croire, a dit Charles d'une voix angoissée. Mais c'est la vérité. Cette mort n'était qu'une mise en scène. Une mise en scène, ai-je répété d'une voix qui ne ressemblait pas à la mienne. Pourquoi? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour me tromper dans quel but, j'ai presque crié. Charles m'a fait signe de me calmer. Sophia, s'il te plaît, écoute jusqu'au bout. Alex l'a fait pour une raison. Une raison très impérieuse. Charles a commencé à expliquer. Il a dit qu'il y a environ 6 mois, l'entreprise d'Alex avait subi un revers majeur. Un partenaire de confiance l'avait escroqué, emportant tout le capital et lui laissant une dette massive de plusieurs millions de dollars. Les créanciers n'étaient pas des gens ordinaires. C'étaient des usuriers, des voyous du crime organisé. Ils n'avaient pas seulement menacé Alex, mais avaient aussi commencé à suivre et à intimider sa famille, y compris moi. Alex a essayé de réunir l'argent en vendant tout ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant. La voix de Charles s'est brisée. J'écoutais, les larmes coulant sur mon visage. La douleur d'avoir perdu mon mari semblait revécue, mais cette fois-ci, elle était mêlée de choc, de colère, et aussi d'un petit rayon de joie. Il était vivant. Mon mari était toujours vivant. Mais pourquoi? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi m'a-t-il laissé souffrir seul une douleur aussi extrême? Charles semblait lire dans mes pensées. Alex n'a pas osé te le dire. Il avait peur que tu ne puisses pas le supporter, que tu t'inquiètes et que tu révèles le secret. Il voulait seulement que toi et l'enfant soyez en sécurité absolue. Il m'a chargé de te dire la vérité seulement si tu étais vraiment acculé. J'ai fondu en larmes. Il s'est avéré que tout ce qui s'était passé à la douleur, la solitude faisait partie de son plan. Un plan cruel, mais né de l'amour et du sacrifice. Mais alors une autre question a surgi dans mon esprit, tranchante comme une lame. Et si ma belle-mère, Isabella, savait aussi tout cela?
Et si tout ce qu'elle m'avait fait n'était pas le chagrin aveugle d'une mère qui avait perdu son fils? Cette question a traversé ma tête, froide et terrifiante, et j'ai arrêté de pleurer. J'ai levé les yeux vers Charles, le regard plein de suspicion. Charles. Et ma belle-mère? Est-ce qu'elle savait pour ça? Le visage de Charles a montré un éclair de confusion. Il a jeté un coup d'œil au docteur Ramirez comme s'il cherchait de l'aide. Le docteur Ramirez a simplement fait un léger signe de tête, lui indiquant de continuer. Charles s'est tourné vers moi. Sa voix est devenue hésitante, beaucoup plus difficile qu'avant. Sophia, c'est plus compliqué que tu ne le penses. Madame Isabella ne savait pas seulement. C'est elle qui. Il laissa la phrase en suspens, comme s'il n'osait pas dire la cruelle vérité. Mais j'avais déjà compris. Mon cœur sombra dans un abîme sans fond. C'était elle le cerveau, n'est-ce pas? Ai-je chuchoté, la voix tremblante mais claire. Charles n'a pas répondu, mais son silence a été la réponse la plus retentissante. Mon monde était une fois de plus bouleversé. Si quelques minutes auparavant je pleurais, ému par le sacrifice de mon mari, maintenant je tremblais devant une vérité encore plus terrible. Ma belle-mère, la femme que je croyais devenue cruelle par le chagrin, s'est avérée être le metteur en scène de toute cette pièce tragique. Pourquoi, ai-je demandé, la voix presque brisée. Pourquoi a-t-elle fait ça? Alex est son fils. Pourquoi simulerait-elle cruellement la mort de son propre fils et traiterait-elle ensuite sa femme et son petit enfant de la sorte? Charles a soupiré, m'offrant un autre mouchoir. Parce que, Sophia, le plan original de Madame Isabella n'était pas celui qui s'est déroulé. Il a été déformé par sa propre cupidité et sa cruauté. Charles a commencé à raconter une autre histoire, une version de la vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. Il était vrai qu'Alex avait des problèmes financiers. Il était vrai qu'il devait beaucoup d'argent, mais il n'était pas poursuivi par la pègre. Ses créanciers étaient des partenaires commerciaux normaux, exerçant seulement une pression légale. Ils ne menaçaient pas sa vie. Le plan de la fausse mort était l'idée d'Alex, mais son seul but était de disparaître temporairement, de trouver un moyen d'obtenir l'argent ailleurs, puis de revenir pour tout résoudre pacifiquement. Il a raconté tout le plan à sa mère, s'attendant à ce qu'elle reste en arrière pour s'occuper de moi et me protéger, ainsi que l'enfant dans mon ventre. Mais Alex a trop fait confiance à sa mère, a dit Charles d'une voix amère. Isabella a vu une opportunité dans ce plan, une opportunité de tout saisir et de se débarrasser de ce qu'elle considérait comme un fardeau. Elle a transformé le plan d'Alex en son propre complot. Elle a dit à Alex que les créanciers étaient venus à la maison, que c'étaient des gens extrêmement dangereux, qu'ils ne nous épargneraient ni toi ni le bébé. Elle a peint un tableau si sombre et terrifiant pour acculer Alex, pour lui faire croire pleinement que couper tout contact et disparaître complètement était le seul moyen de protéger sa femme et son enfant. Et pour ce qui est de te mettre à la porte et de te forcer à avorter. Charles a hésité. C'était entièrement l'idée d'Isabella. Elle voulait profiter de l'occasion pour se débarrasser de toi. Elle ne t'a jamais vraiment accepté. Elle a toujours méprisé tes origines, croyant que tu n'étais pas digne de son fils ni du bébé dans ton ventre. Pour elle, ce n'était pas son petit enfant, juste un inconvénient, une épine qu'il fallait arracher pour qu'à l'avenir Alex puisse reconstruire sa vie avec une autre femme, une plus riche qui pourrait l'aider à rembourser sa dette. J'écoutais, mon corps entier figé. Chaque mot de Charles était comme une aiguille de fer brûlante me perçant le cœur. Il s'est avéré que sa cruauté n'était pas un acte. C'était réel. Son chagrin d'avoir perdu son fils était faux, mais sa froideur et sa cruauté envers moi étaient authentiques. Elle avait utilisé la tragédie de son propre fils pour mener à bien son plan égoïste. Elle ne m'avait pas seulement trompé, elle avait aussi trompé Alex, tout le monde. Comment une mère pouvait-elle être si impitoyable? Elle préférait que son fils vive dans le tourment, plein de remords, pour que son propre petit enfant ne naisse pas, juste pour satisfaire ses calculs et ses préjugés de classe. Je ne pouvais plus pleurer. La douleur semblait avoir dépassé la limite des larmes. Maintenant, dans mon cœur, il n'y avait plus qu'une indignation extrême et un sentiment infini de dégoût. Et où est Alex maintenant? Ai-je demandé d'une voix rauque. Charles a secoué la tête. Je ne le sais pas avec certitude non plus. Après avoir tout arrangé, il est parti en suivant les instructions d'Isabella. Il pense faire ce qu'il faut pour te protéger. Il n'a aucune idée qu'à la maison, sa propre mère te pousse vers la mort. Charles a sorti un vieux téléphone de sa poche. C'est le téléphone qu'Alex utilisait pour me contacter avant de partir.
Il a effacé toutes les données, mais je pense qu'il pourrait rester une trace. Il m'a dit, s'il arrive quoi que ce soit de mal à Sofia, donne-lui ça. J'ai pris le téléphone, tremblante. C'était comme la boîte de Pandore, contenant à la fois de l'espoir et des secrets douloureux. Je savais qu'à partir de ce moment-là, mon combat ne consisterait pas seulement à retrouver mon mari. Ce serait aussi un combat pour démasquer le vrai visage d'une femme portant le masque d'une mère dévouée. Pour réclamer justice pour moi-même, pour mon fils et pour le mari qui était trompé par sa propre mère. Mais je ne savais pas qu'en ouvrant ce téléphone, je découvrirais une vérité encore plus terrible, une conspiration qui ne me visait pas seulement moi, mais aussi la vie d'Alex. En quittant le Serenity Café, mon cœur était un tourbillon d'émotions. Le sentiment d'avoir retrouvé mon mari d'entre les morts s'était à peine installé qu'il était écrasé par la vérité sur le visage démoniaque de ma belle-mère. Je n'ai pas regagné la chambre misérable que j'avais louée temporairement. Ce n'était plus sûr. Le docteur Ramirez avait très judicieusement organisé un nouvel endroit où je pourrais loger, un petit appartement dans un immeuble résidentiel calme. Alex m'a demandé de le préparer à l'avance, juste au cas où quelque chose tournerait mal, a-t-il dit. Ces mots ont encore piqué mon cœur. Il avait calculé chaque étape pour me protéger, mais il n'avait pas pu prévoir la cruauté de sa propre mère. Je me suis assise seule dans l'appartement propre et bien rangé. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, dessinant des traînées lumineuses sur le sol, mais elle ne parvenait pas à réchauffer la froideur de mon cœur. J'ai regardé le vieux téléphone d'Alex sur la table. Il est resté immobile, noir et brillant, comme une porte mystérieuse vers un monde que je n'avais jamais connu. J'avais peur, très peur que l'ouvrir ne me force à affronter une autre vérité douloureuse. Mais je savais que je ne pouvais pas m'échapper. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ramassé le téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, demandant un mot de passe. J'ai essayé la date de naissance d'Alex, ma date de naissance, notre anniversaire, tout était incorrect. J'allais abandonner quand je me suis souvenu d'une série de chiffres qu'Alex avait mentionnés en plaisantant. C'est le chiffre le plus important de ma vie. S'il arrive quoi que ce soit, utilise ça. Sur le moment, j'avais juste ri, pensant qu'il plaisantait. En tremblant, j'ai saisi cette série de chiffres. Avec un clic, l'écran s'est déverrouillé. Ce chiffre était la date prévue de l'accouchement de notre fils. Mes larmes ont coulé de nouveau de manière incontrôlée. Jusqu'au dernier moment, son esprit n'était tourné que vers moi et notre enfant. L'interface du téléphone était complètement vide. Aucun contact, aucun message, aucune photo. Tout comme Charles l'avait dit, Alex avait tout effacé. Déçu, j'allais l'éteindre quand j'ai vu une application étrange avec l'icône d'un petit carnet appelé « Souvenir ». J'ai tapé dessus. Elle m'a encore demandé un mot de passe. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J'ai tapé mon nom, Sofia, et la dernière porte secrète s'est ouverte. À l'intérieur, ce n'étaient pas des journaux intimes sentimentaux, mais des fichiers audio soigneusement classés par date, accompagnés de brèves notes. J'ai lancé le premier fichier enregistré il y a environ 6 mois. Les voix d'Alex et de sa mère ont retenti. Maman, je suis désolé. Je t'ai vraiment déçu. Eh bien, c'est fait. À ce stade, parler est inutile. Écoute-moi. Il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de ces créanciers. Tu dois disparaître. J'ai continué à écouter. Chaque clip audio révélait tout le processus par lequel Isabella avait manipulé et fait pression sur Alex pour qu'il accepte le plan de la fausse mort. Elle avait exagéré le danger des créanciers, peignant un scénario où moi et le bébé serions kidnappés et torturés. Elle avait attaqué le point faible d'Alex, l'amour inconditionnel qu'il éprouvait pour moi. Mais ce qui m'a laissé paralysé fut un fichier audio vers la fin, enregistré juste un jour avant l'accident d'Alex. Dans cet enregistrement, outre les voix d'Alex et d'Isabella, il y avait une autre voix masculine, grave et rauque que son oncle, que je n'avais jamais rencontré. Ne t'inquiète pas, sœurette. J'ai tout arrangé. Fais en sorte qu'Alex prenne cette autoroute. Quand il atteindra l'endroit exact, les freins du camion lâcheront accidentellement. Il ne restera aucune trace. La police déclarera que c'est un accident tragique. La voix d'Isabella résonnait d'une froideur effrayante. Bien. Assure-toi que ce soit propre. Quant à sa petite femme et à ce fardeau, une fois qu'Alex sera parti, je m'en occuperai moi-même. Je restai immobile sur ma chaise.
Le téléphone tomba de ma main sur le sol avec un bruit sourd. Mes oreilles bourdonnaient. Le sang dans mes veines se changea en glace. Accident. Les freins lâcheront accidentellement. Ce n'était plus un plan de fausse mort. C'était un complot de meurtre. Elle, la femme que j'appelais ma belle-mère, ne voulait pas seulement simuler la mort de son fils, elle voulait réellement le tuer. Elle voulait que son fils meure pour de bon afin de garder toute la fortune, afin de se débarrasser de moi et du petit enfant qu'elle détestait. Une vague de nausée monta dans ma gorge. J'ai couru à la salle de bain et j'ai vomi violemment. Cette vérité était trop cruelle, trop horrible, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je pensais qu'elle était méchante, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit un démon sous forme humaine, prête à tuer le fils qu'elle avait mis au monde. Je me suis effondré sur le sol froid de la salle de bain, tremblant de la tête aux pieds. Maintenant, je comprenais tout. Alex n'était pas caché. Il était en danger réel. Peut-être avait-il réalisé quelque chose d'étrange dans le plan de sa mère et c'est pourquoi il avait enregistré les conversations. Peut-être n'avait-il pas suivi l'itinéraire qu'ils avaient tracé pour lui. Mais où était-il? Était-il en sécurité? J'ai ramassé le téléphone. Ma main tremblait encore. Je savais que je ne pouvais pas simplement m'effondrer ici. Je devais le trouver. Je devais le sauver. Ce combat ne consistait plus à réclamer justice. C'était un combat pour sauver la vie de mon mari des griffes d'une mère diabolique. Mais par où commencer quand tous les indices semblent avoir été coupés? Le choc et l'horreur après avoir découvert le complot de ma belle-mère pour assassiner mon mari m'ont presque paralysé. Je suis resté immobile sur le sol froid de la salle de bain, l'esprit vide, ne sachant que faire. Sauver Alex. Mais comment? Je ne savais même pas où il était. Appeler la police? Mais la seule preuve était un enregistrement sur un vieux téléphone. Me croirait-il? Ou penserait-il que j'étais une veuve en état de choc disant n'importe quoi? J'avais l'impression d'être au milieu d'un brouillard dense sans issue, sans un seul rayon de lumière. Juste à ce moment-là, on sonna à la porte. J'ai sursauté. Qui pouvait bien être là à cette heure? Est-ce que ce pouvaient être les hommes d'Isabella venus s'occuper de moi? J'ai retenu mon souffle et je me suis approché de la porte à pas de loup pour regarder par le Judas. Dehors se tenait Charles. Il avait l'air très impatient, jetant constamment des regards autour de lui. J'ai hésité un moment, mais j'ai décidé d'ouvrir. Dès qu'il m'a vu, Charles a poussé un soupir de soulagement. Mon Dieu, Sophia, pourquoi ne répondais-tu pas à ton téléphone? Est-ce que ça va? J'ai simplement secoué la tête, je l'ai laissé entrer et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai rien dit, je lui ai simplement tendu le téléphone d'Alex d'une main toujours tremblante. Charles l'a pris, en me regardant bizarrement. J'ai ouvert l'application Souvenir et j'ai montré le dernier enregistrement. Il a mis les écouteurs, et son visage a progressivement changé, passant de la surprise à la stupéfaction puis à la fureur. Quand l'enregistrement fut terminé, il a enlevé les écouteurs. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa main serrait le téléphone si fort que ses veines ressortaient. Maudits animaux, a-t-il sifflé entre ses dents serrées. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. L'attitude d'Isabella était trop calme, trop calculée. Mais je n'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé qu'elle serait capable de faire ça à son propre fils. Charles, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé d'une voix désespérée. Charles a fait les 100 pas dans la pièce, essayant de se calmer. Il a réfléchi un instant puis a dit, Sophia, écoute-moi. Premièrement, nous ne pouvons pas agir de manière imprudente. Si Isabella découvre que nous avons découvert son plan, elle n'hésitera pas à utiliser n'importe quel moyen pour nous faire taire, et Alex sera encore plus en danger. Deuxièmement, je vais essayer de contacter Alex. Avant son départ, nous nous étions mis d'accord sur des signaux secrets en cas d'urgence. Je ne suis pas sûr que cela fonctionnera, mais nous devons essayer. Et moi, ai-je demandé. Charles m'a regardé avec détermination. Tu dois continuer à jouer la comédie. Tu dois jouer le rôle de la femme pitoyable et éplorée qui croit complètement à l'histoire que sa belle-mère a créée. Tu dois lui faire croire que tu es toujours dans le creux de sa main. Ce n'est qu'alors qu'elle baissera sa garde et que nous aurons le temps d'agir. Les mots de Charles furent comme un rayon de lumière dans mon esprit chaotique. C'était vrai. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je devais être calme, être forte.
Je devais devenir la meilleure actrice pour tromper ce démon. Le lendemain, j'ai appelé ma belle-mère. J'ai pleuré au téléphone, lui disant que j'avais bien réfléchi, que je ne pouvais pas vivre sans mon enfant, que je n'avorterais pas. Mais je lui ai aussi dit que j'avais le cœur trop brisé pour rester dans cette maison. J'ai dit que j'allais trouver un endroit calme pour mener ma grossesse à terme, pour attendre la naissance du bébé. Isabella, à l'autre bout du fil, après un moment de silence, a accepté avec surprise. Eh bien, si tu as décidé, fais comme tu veux. Considère que je te donne une chance. Elle a raccroché. Je savais qu'elle n'avait pas accepté par compassion, mais parce que ma disparition rendrait son plan encore plus parfait, une veuve si accablée de douleur qu'elle s'en va pour ne jamais revenir. C'était un scénario trop crédible. Dans les jours qui ont suivi, Charles et moi avons entamé une course contre la montre. Charles, par ses contacts, a tenté de suivre les rares indices qu'Alex aurait pu laisser. Pour ma part, j'ai commencé ma propre enquête. Je me souvenais de chaque petit détail de mes journées avec Alex, des phrases en l'air, des lieux qu'il avait mentionnés, des amis qu'il voyait rarement. Et puis, un souvenir vague a traversé mon esprit. Il avait dit que c'était là que sa grand-mère maternelle avait passé ses dernières années. Il avait dit que l'endroit était très paisible, loin du monde. Il avait même plaisanté, si jamais nous sommes trop fatigués, nous prendrons notre retraite ici. À l'époque, j'avais juste ri, mais maintenant, mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose à propos de cet endroit. J'ai rapidement cherché des informations en ligne sur ce refuge. Il s'appelait Saint-Judas Retreat, au cœur des montagnes Adirondacks, à presque une journée de route de la ville, un endroit pratiquement isolé du monde extérieur. Pourrait-il être là-bas? J'en ai parlé à Charles. Il pensait aussi que c'était un indice très précieux. Alex aimait beaucoup sa grand-mère. Cela pourrait être le seul endroit sur auquel il a pensé, a dit Charles. Mais la route pour s'y rendre est longue et dangereuse, et tu es enceinte. Tu ne peux pas y aller. Laisse-moi y aller. J'ai secoué la tête. Non, je dois y aller. Je dois le voir de mes propres yeux. De plus, si tu y vas seul, il pourrait ne pas se montrer. Mais si je suis là, peut-être qu'il aura plus confiance. Après avoir discuté, Charles a finalement accepté, mais à la condition que le docteur Ramirez nous accompagne pour s'occuper de moi. Le voyage pour secourir mon mari avait officiellement commencé. Mais j'ignorais que ce voyage vers les montagnes escarpées n'était pas seulement une recherche, mais un autre piège qui nous attendait. Et le piégeur, cette fois, était quelqu'un que je n'aurais jamais pu imaginer. La décision était prise. Nous ne pouvions pas perdre une seconde. Ce soir-là même, nous nous sommes préparés pour le voyage vers les Adirondacks. Charles s'est arrangé pour louer un monospace spacieux et discret. Le docteur Ramirez a préparé méticuleusement une trousse de premiers secours complète, des médicaments pour la grossesse et des vitamines jusqu'aux fournitures d'urgence. Quant à moi, je n'ai emporté que quelques vêtements amplés, surtout, le vieux téléphone d'Alex. C'était mon talisman, la seule preuve qui pouvait changer le cours des événements. À l'aube le lendemain, alors que la ville était encore enveloppée dans le brouillard matinal, notre voiture est partie discrètement, laissant derrière elle la métropole bruyante et intrigante. J'étais assise sur le siège arrière, la main instinctivement sur mon ventre. Mon petit semblait ressentir la tension de sa mère, il m'a donné un coup doux comme pour me réconforter. J'ai regardé par la fenêtre. Les grands immeubles s'éloignaient, laissant place à des champs verts et des routes de campagne familières. Un sentiment indescriptible m'a envahi. J'étais en route pour sauver mon mari que tout le monde croyait mort, un voyage aussi absurde qu'héroïque. Pendant le trajet, nous avons à peine parlé. Le docteur Ramirez se retournait occasionnellement pour me demander si j'étais fatigué ou si j'avais besoin de me reposer. Charles se concentrait sur la conduite, le visage tendu et déterminé. Parfois, il me regardait dans le rétroviseur avec un regard plein d'inquiétude et un soupçon de remords. Je savais qu'il s'en voulait de ne pas avoir reconnu le vrai visage d'Isabella plus tôt, de m'avoir laissé souffrir seul. Le voyage a duré presque 2 jours. Le paysage changeait constamment, des plaines fertiles aux collines vallonnées, enfin, aux routes de montagnes sinueuses et dangereuses des Adirondacks. Plus nous nous enfoncions, plus l'air devenait pur et froid. De petits villages de pierre s'accrochaient au flanc des montagnes. La fumée montait paresseusement des cheminées, une scène paisible qui contrastait complètement avec la tempête qui faisait rage en moi. Enfin, par un après-midi gris, après avoir demandé notre chemin plusieurs fois,
nous sommes arrivés au pied de la montagne où commençait le petit sentier menant au Saint-Judas Retreat. Le refuge s'accrochait au sommet, apparaissant et disparaissant parmi les nuages. Le chemin n'était qu'un sentier de pavés étroits, raide et glissant. La voiture ne peut pas monter. Nous devrons marcher, a dit Charles, regardant la pente raide. Sophia, peux-tu y arriver? J'ai hoché la tête sans hésitation. Je le peux. Même si je dois ramper, j'y arriverai. Nous avons commencé l'ascension. Le docteur Ramirez marchait à mes côtés, toujours prêt à me soutenir. Charles passait devant, écartant les branches qui bloquaient le passage. Mon ventre, maintenant à 5 mois, rendait la marche de plus en plus difficile. À chaque pas, je me sentais essoufflé. Mais chaque fois que je pensais à Alex qu'il pouvait être là-haut seul et peut-être en danger, je trouvais la force de continuer. Après presque 1 heure de lutte dans la pente, nous avons enfin vu l'ancien portail du refuge devant nous. Il n'était pas grand, construit entièrement de pierre et de bois avec un air solennel et couvert de mousse. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre les feuilles tomber et le murmure d'un ruisseau lointain. Quelques moines âgés balayaient des feuilles dans la cour. En nous voyant, ils ont simplement joint leurs mains, se sont inclinés et ont continué leur travail. Nous sommes allés directement à la chapelle principale. L'abbé, un homme de plus de 70 ans avec une barbe et des cheveux blancs, méditait devant l'autel. En nous voyant, il a lentement ouvert les yeux. Ses yeux étaient bienveillants et brillants. Pax vobiscum. Des pèlerins venant de si loin doivent être épuisés, a-t-il dit d'une voix chaleureuse et résonnante. Charles a respectueusement joint ses mains. Mon père, nous sommes venus chercher quelqu'un. Son nom est Alex. Il pourrait être venu loger ici il y a environ 1 semaine. L'abbé nous a regardés en silence, l'un après l'autre. Son regard s'est posé sur moi et mon ventre arrondi pendant un long moment. Finalement, il a secoué la tête. Je suis désolé, pèlerin. Je n'ai jamais entendu ce nom, et nous n'avons pas eu d'invité demandant à séjourner récemment. Mon cœur a sombré. Tout l'espoir, tout l'effort de la montée semblait s'évanouir. Nous nous étions trompés. Alex n'était pas ici. J'étais si déçu que j'ai failli tomber. Le docteur Ramirez m'a rapidement soutenu. Juste à ce moment-là, un jeune novice est arrivé en courant, a joint ses mains et s'est adressé à l'abbé. Mon père, l'invité de la cellule de l'aile ouest, m'a demandé d'aller au village pour acheter des médicaments. L'abbé a hoché la tête. Va, mon fils. Le novice s'est tourné pour partir, mais Charles l'a arrêté. Attends un moment, jeune homme. Pourrais-tu me dire à quoi ressemble l'invité de l'aile ouest? Le novice a répondu innocemment, il est grand, semble très gentil. Il n'est ici que depuis quelques jours. Il a dit qu'il venait chercher la paix. Oh, et il m'a dit que si quelqu'un demandait, de dire qu'il n'y a personne ici. Mon cœur battait la chamade. C'était lui. Ce devait être lui. Charles et moi nous sommes regardés, incapables de cacher notre joie. Nous avons rapidement remercié l'abbé et nous sommes dirigés vers l'aile ouest. Mais juste au moment où nous quittions la chapelle, une voix familière et glaçante a résonné derrière nous. Vous cherchez Alex? Vous n'avez pas besoin de chercher. Il n'est pas ici. Nous nous sommes retournés brusquement. Là, appuyé contre un vieil if, se tenait le docteur Ramirez. Mais son regard n'était plus doux et bienveillant. À sa place se trouvait un sourire froid, mystérieux et dangereux. En cet instant, le temps a semblé s'arrêter. Je suis resté paralysé, fixant le docteur Ramirez, l'homme en qui j'avais eu confiance, entre les mains duquel j'avais placé mon destin. Le sourire sur ses lèvres était tordu et glacial, complètement étranger à l'image du médecin au grand cœur que j'avais connu. Toute l'atmosphère paisible de l'ancien refuge est soudainement devenue oppressive, chargée de danger. Charles a été le premier à réagir. Il s'est avancé, se plaçant entre le docteur et moi, sa voix tendue. « Docteur Ramirez, qu'est-ce que cela signifie ?» Le docteur Ramirez n'a pas répondu à Charles. Ses yeux étaient fixés sur moi, un regard que je reconnaissais maintenant non pas comme de la compassion, mais comme le triomphe d'un chasseur regardant sa proie tomber dans le piège. « Ma chère, tu es plus intelligente que je ne le pensais, » a-t-il dit, sa voix toujours grave et chaleureuse, mais maintenant avec un ton moqueur qui m'a glacé le sang. « Je pensais que tu irais docilement à la clinique que ta belle-mère recommandait. Je ne m'attendais pas à ce que tu finisses à la mienne. C'est vraiment le destin. »
Vous, me suis-je exclamé, la voix tremblante. Vous avez tendu ce piège. Vous m'avez amené ici exprès. Le docteur Ramirez a ri un rire sec qui a résonné dans le silence de la cour du refuge. Très malin. Mais il est trop tard. Alex n'est pas ici. Il n'a jamais été ici. Cet endroit n'est qu'un piège que j'ai préparé pour t'attirer. Pourquoi, a hurlé Charles. Vous étiez l'ami du père d'Alex. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous êtes-vous allié à Isabella pour lui nuire? Ami, a ricané le docteur Ramirez. Puis il a commencé à raconter une histoire du passé et une histoire pleine de haine et de trahison. Il s'est avéré que le docteur Ramirez et le père d'Alex avaient été les meilleurs amis du monde dans leur jeunesse, créant une entreprise à partir de rien. Mais quand la société a commencé à prospérer, le père d'Alex l'a trahi, volant toutes ses parts et le laissant à la rue sans un sou. Non seulement cela, mais il a aussi utilisé la tromperie pour voler la femme que le docteur Ramirez aimait le plus, celle qui deviendrait plus tard la mère d'Alex. Cet homme m'a tout pris, a sifflé le docteur Ramirez, les yeux injectés de sang. Il m'a fallu des années pour reconstruire ma carrière et arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai juré de faire payer toute sa famille. Je leur ferai goûter au sentiment de tout perdre, tout comme moi à l'époque. Son plan de vengeance avait été préparé avec une précision diabolique. Il s'était approché d'Isabella, profitant de son avidité et de sa stupidité pour faire d'elle un pion dans son jeu. C'était lui qui tirait les ficelles, celui qui avait appris à Isabella comment manipuler Alex et comment mettre en scène la fausse mort. Elle se croit si intelligente, mais ce n'est qu'une marionnette stupide, s'est moqué le docteur Ramirez. Alors, où est Alex, ai-je demandé, la voix brisée par le désespoir. Le docteur Ramirez m'a regardé, son sourire est devenu encore plus sadique. À peine avait-il fini de parler que 4 hommes costauds et menaçants ont émergé de derrière les arbres qui nous entouraient. Charles m'a rapidement poussé derrière lui, prenant une posture défensive. « Que voulez-vous » a-t-il crié. Le docteur Ramirez n'a rien dit, faisant simplement un geste de la tête. Les 4 hommes se sont jetés sur nous. Charles s'est battu courageusement. Il en a mis un à terre, mais contre 4 hommes armés, il a été rapidement submergé. L'un d'eux l'a frappé violemment à la nuque avec une matraque. Charles s'est effondré, inconscient. Charles, ai-je hurlé, essayant de courir vers lui, mais 2 autres hommes m'ont tenu fermement. Je me suis débattu et j'ai griffé, mais c'était inutile. Quelle force peut avoir une femme enceinte contre 2 hommes robustes? Le docteur Ramirez s'est approché lentement. Il a sorti une seringue contenant un liquide jaunâtre de la poche de sa veste. Doucement, ma fille, a-t-il dit d'une voix d'une douceur écœurante. Ça ne fera pas mal. Juste un moment et tous tes soucis seront terminés. J'ai regardé l'aiguille pointue s'approcher. La panique m'a saisi. Non, je ne peux pas mourir. Mon fils, je dois protéger mon fils. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai mordu violemment le bras de l'homme qui me tenait. L'homme a crié de douleur et a desserré sa prise. Saisissant l'opportunité, je me suis libéré et j'ai couru désespérément vers la chapelle principale, criant sans arrêt, « Au secours ! À l'aide ! Au meurtrier !» Mais le refuge était trop désert. Mes appels à l'aide n'ont fait que résonner et se perdre dans le silence. Ils m'ont rattrapé rapidement. Juste au moment où l'un d'eux allait me saisir, une silhouette en habit brun est soudainement apparue, utilisant un bâton pour frapper violemment la main de l'homme. C'était l'abbé. Malgré son âge et sa fragilité, son regard était sévère et plein d'autorité. Il s'est tenu entre eux et moi, criant « Pax Vobi ». C'est un lieu sacré. Vous ne pouvez pas commettre d'actes impurs ici. Le docteur Ramirez a froncé les sourcils, quelque peu surpris par l'intervention du moine, mais il a ensuite ricané. Vieil homme, si tu tiens à la vie, écarte-toi. Cela ne te regarde pas. L'abbé n'a pas bronché. Pèlerin, il est encore temps de se repentir. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Quand cette chaîne de vengeance prendra-t-elle fin? Pendant qu'ils se disputaient, j'ai réalisé quelque chose, le vieux téléphone d'Alex. Je l'avais encore dans la poche de mon manteau. En tremblant, je l'ai sorti, j'ai ouvert furtivement l'application de mémos vocaux et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je ne savais pas si cela servirait à quelque chose, mais c'était la seule chose que je pouvais faire. Mais il semblait que le ciel n'avait pas fermé toutes les portes pour mon fils et moi. Au loin, le son d'une sirène est devenu de plus en plus fort.
Le son d'une voiture de police a brisé l'air de silence mortel du refuge. Le docteur Ramirez et ses acolytes se sont figés. Leurs visages sont devenus pâles. L'assurance sadique sur son visage a été rapidement remplacée par la panique. Merde. Comment se fait-il qu'il y ait la police ici, a-t-il murmuré, puis il s'est tourné vers ses hommes et a crié, sortez, vite. Il n'osait plus perdre de temps. Ils ont aidé leurs compagnons blessés par la baie et ont couru vers l'arrière, disparaissant rapidement dans la forêt dense. Je me suis appuyé contre l'une des colonnes en bois de l'église, sentant mes jambes se dérober. Si ce n'avait été pour l'abbé et la sirène de police soudaine, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de mon fils et de moi. Quelques minutes plus tard, un groupe de policiers en uniforme ainsi que plusieurs détectives en civil se sont précipités dans la cour. Celui qui était en tête, un lieutenant au visage ferme, s'est approché rapidement. Nous avons reçu un signalement concernant un homicide possible ici. Tout le monde va bien? L'abbé a joint ses mains. Pax vobiscum. Grâce à votre arrivée opportune, cette jeune femme allait faire face à un grand danger. Le lieutenant m'a regardé puis a regardé Charles, qui gisait inconscient sur le sol. Appelez une ambulance. Nous devons emmener l'homme blessé à l'hôpital immédiatement, a-t-il ordonné à un subordonné. Puis il s'est tourné vers moi d'une voix plus douce. Mademoiselle, n'ayez pas peur. C'est fini maintenant. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Je tremblais encore, mais j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Je lui ai tout raconté, comment le docteur Ramirez m'avait trompé pour venir ici, son complot de vengeance et l'attaque que nous venions de subir. Je n'ai pas oublié de donner au lieutenant le vieux téléphone d'Alex. Monsieur, il y a des enregistrements très importants là-dessus. Non seulement sur la tentative de meurtre que ma belle-mère a planifiée contre mon mari, mais aussi la conversation d'il y a un instant avec le docteur Ramirez. J'ai réussi à l'enregistrer. Le lieutenant a pris le téléphone. Son visage est devenu extrêmement sérieux en m'écoutant. Il l'a immédiatement remis à un technicien de la police scientifique. Analyser et récupérer toutes les données immédiatement. C'est une preuve cruciale. L'ambulance est arrivée et a emmené Charles. Avant qu'il ne parte, un ambulancier a dit qu'il n'avait qu'une légère commotion cérébrale, rien qui ne mette sa vie en danger. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. J'ai été emmené au poste de police local pour faire une déposition détaillée. L'abbé y est aussi allé comme témoin. En chemin, le lieutenant s'est assis avec moi dans la voiture. Il s'est présenté comme le détective Moral, chef de la division des homicides. Mademoiselle Sophia, nous suivons en fait l'affaire de votre famille depuis plusieurs semaines, a-t-il dit, à ma grande surprise. Après avoir reçu le rapport de Monsieur Charles et les premières preuves du téléphone, nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire familiale. C'était lié à un réseau de crimes organisés. Le détective Moral a expliqué que le docteur Ramirez, dont le vrai nom était Ramiro Vargas, n'était pas seulement un médecin. Il dirigeait une organisation spécialisée dans la fraude, les accidents mis en scène et les règlements de compte. Le père d'Alex avait été membre de cette organisation. La trahison d'il y a 30 ans était en fait une purge interne. Le père d'Alex l'a doublé, a gardé tout l'argent illégal et a laissé Ramiro porter le chapeau et aller en prison. Le plan de vengeance de Ramiro ne visait pas seulement la famille de votre mari, mais aussi à récupérer son ancienne fortune, a dit Moral. Votre belle-mère, Isabella, n'était qu'un pion qu'il utilisait. Et votre mari, Alex, était la cible principale. Alors, Alex est-il en sécurité, monsieur, ai-je demandé anxieusement. Moral m'a regardé avec une expression complexe. Nous n'avons pas encore pu le localiser. Mais nous sommes sûrs d'une chose, il n'est pas parti à l'étranger, comme sa mère l'a prétendu. Il est toujours dans le pays, et il est probablement retenu quelque part. Mon cœur s'est serré. La peur m'a reprise. Mais comment avez-vous su qu'il fallait venir au refuge à temps? Moral a souri. Grâce à un message texte. Ce matin, nous avons reçu un message anonyme d'un numéro inconnu. Il disait simplement « Saint Judas Retreat. Sauvez quelqu'un. » Nous nous sommes mobilisés immédiatement. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Un message anonyme. Qui connaissait le plan de Ramiro et avait prévenu la police? Un tourbillon de questions est revenu dans ma tête. Mais qui que ce fût, je lui devais la vie. Cette personne nous avait sauvés, mon fils et moi. L'enquête s'est accélérée.
sur la base des enregistrements du téléphone d'Alex, la police avait suffisamment de preuves pour émettre un mandat d'arrêt national contre Ramiro Vargas et ses complices. Sa photo est apparue dans tous les médias. Isabella et son frère, en apprenant la nouvelle, se sont effondrés. Ils ne pouvaient pas croire que la personne en qui ils avaient eu confiance était l'ennemi mortel de la famille et un dangereux criminel. Ils ont tout avoué depuis la façon dont Ramiro les avait approchés et manipulés jusqu'au plan de l'accident. Mais l'endroit où se trouvait Alex restait un mystère. Chaque jour qui passait, mon espoir diminuait un peu. J'avais peur de ne plus jamais le revoir. Que ferions-nous, mon fils et moi? Mais une semaine plus tard, juste au moment où j'allais perdre tout espoir, un appel inattendu d'un hôpital dans un comté de montagne reculé a allumé une faible lueur. Ils ont dit qu'ils venaient d'admettre un patient, victime d'un accident de voiture, amnésique et sans identification. La seule marque distinctive était une longue cicatrice sur son bras gauche. Une longue cicatrice sur son bras gauche. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je me souvenais parfaitement de cette cicatrice, un souvenir de l'université quand Alex était tombé de sa moto une fois en me raccompagnant. C'était devenu une marque indéniable. Est-ce que la cicatrice est près de son coude, ai-je demandé, tremblante, m'accrochant à cet espoir fragile. Oui, mademoiselle, a répondu l'infirmière à l'autre bout. Le patient présente de multiples traumatismes, en particulier à la tête, ce qui a causé une amnésie temporaire. Il est réveillé maintenant, mais il ne se souvient pas de qui il est. Il ne se souvient de rien. Je n'ai rien entendu d'autre de ce que l'infirmière a dit. Mes oreilles bourdonnaient, les larmes coulaient sur mon visage. Cette fois, c'étaient des larmes de joie et d'espoir. Il était vivant. Mon mari était vraiment vivant. J'ai rapidement transmis la nouvelle au détective Moral. Il a immédiatement envoyé 2 détectives avec moi dans cet hôpital pour confirmer l'identité. Le voyage jusqu'à cet hôpital rural a été encore plus long que celui vers le refuge, mais je n'ai ressenti aucune fatigue. Mon cœur battait simplement d'une impatience anxieuse de le revoir, de le voir en chair et en os. Quand nous sommes arrivés, c'était déjà le crépuscule. L'hôpital était petit, vieux et mal équipé. J'ai suivi les indications de l'infirmière, pressant le pas. La porte de la chambre 102 s'est ouverte lentement. Là, sur un lit en fer blanc, c'était lui. Bien que son visage soit émacié, plus mince, et que sa tête soit bandée, je l'ai reconnu instantanément, le même front haut, le nez droit et les lèvres fines que j'aimais tant. Il était assis, appuyé contre les oreillers, son regard perdu par la fenêtre, un regard vide, sans âme. « Alex » ai-je appelé doucement, la voix brisée. Il s'est tourné lentement et m'a regardé avec les yeux d'un parfait étranger, un regard sans une once de reconnaissance. Il m'a regardé, puis a regardé mon ventre arrondi avec curiosité, mais sans me reconnaître. Mon cœur s'est brisé. Il m'avait vraiment oublié. Il avait oublié la femme qui portait son enfant dans son ventre. Je me suis approché et me suis assise sur le bord du lit. J'ai tendu la main, essayant de toucher son bras où se trouvait la cicatrice familière, mais il a légèrement retiré sa main à un réflexe de défense contre une inconnue. « Excusez-moi, qui êtes-vous » a-t-il demandé d'une voix rauque et faible. J'ai essayé de contenir un sanglot, forçant un sourire. Je suis Sofia. Je suis ta femme. Il a froncé les sourcils avec une expression d'incrédulité. Ma femme? Je ne me souviens de rien. Les détectives à la porte n'ont rien dit, regardant simplement en silence. Je savais que ce n'était pas le moment de pleurer. Je devais l'aider à se souvenir. J'ai commencé à lui raconter notre histoire, depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés dans ma ville, nos rendez-vous, le jour où il m'a demandé en mariage, notre mariage heureux. Je lui ai parlé du fils que nous allions avoir, à quel point il avait été heureux. Plus je parlais, plus je pleurais. Il écoutait simplement en silence. Son regard était toujours perdu, mais il semblait y avoir un léger frémissement d'émotion. Après que j'ai eu fini, un médecin est entré. Il a dit que la blessure d'Alex était très complexe. La récupération de la mémoire pourrait prendre beaucoup de temps, et il se pourrait même qu'il ne la retrouve pas complètement. En entendant cela, mon cœur a de nouveau sombré, mais je ne me suis pas laissé désespérer. Tant qu'il était vivant, tant qu'il était là à mes côtés, même s'il ne se souvenait pas de moi, je n'abandonnerai jamais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai demandé à rester à l'hôpital pour soigner Alex. Je ne voulais pas être séparé de lui une seconde. Chaque jour,
je lui racontais patiemment nos vieilles histoires, lui montrais nos photos et cuisinais les plats qu'il aimait tant, espérant qu'un goût familier puisse éveiller quelque chose. Mais la réponse était toujours son silence et son regard vide. Pendant ce temps, à l'extérieur, la traque de Ramiro se poursuivait sans relâche. Le détective moral m'a dit que Ramiro était un vieux renard rusé et qu'il ne serait pas facile à attraper. Mais il croyait aussi que la justice, bien que lente, finit toujours par arriver. Un après-midi, alors que je pelais une pomme pour Alex, il a soudainement pris la parole. « Tu dis que tu es ma femme. Alors pourquoi? Pourquoi suis-je ici seul? Pourquoi personne d'autre n'est venu me voir ?» Sa question m'a laissé figé. Je ne lui avais jamais parlé de la conspiration de sa mère et du docteur Ramirez. J'avais peur que ce soit un choc trop grand pour lui dans son état actuel. Je lui ai juste dit que la famille était occupée par des affaires importantes et ne pouvait pas venir. Mais il semblait que même s'il avait perdu la mémoire, son instinct était toujours intact. Il m'a regardé, et son regard n'était plus celui d'un parfait étranger, mais avait un soupçon de questionnement. « Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste baissé la tête et continué à peler la pomme en silence. J'ignorais que cette question même serait la clé qui déverrouillerait une porte close de la mémoire, et que la vérité qu'il était sur le point de se rappeler serait liée à un secret encore plus surprenant, l'identité de la personne qui avait prévenu la police pour me sauver ce jour-là. La question d'Alex résonnait dans mon esprit, m'empêchant de trouver la paix. Il avait perdu la mémoire, mais son instinct semblait incroyablement aiguisé. Je savais que je ne pourrais pas le lui cacher éternellement. Aussi douloureuse que soit la vérité, il avait le droit de savoir. Mais comment pouvais-je lui dire quand chaque détail de l'histoire pouvait être un coup de poignard pour son psychisme déjà fragile? J'ai décidé de commencer par les choses les plus simples. Cette nuit-là, après que l'infirmière l'eut examiné, je me suis assise à côté de lui sur le lit et j'ai pris sa main. « Alex, je sais que tu as beaucoup de questions. Je ne vais plus rien te cacher, mais j'ai besoin que tu me promettes que quoi que tu entendes, tu resteras calme, d'accord ?» Il m'a regardé, toujours avec un soupçon de doute, mais a fini par faire un léger signe de tête. J'ai commencé à parler lentement, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je ne lui ai pas parlé immédiatement du complot de meurtre par sa mère et le docteur Ramirez. Je lui ai seulement parlé des difficultés de son entreprise et de sa décision de simuler sa mort pour me protéger. Je lui ai parlé de ma douleur, pensant l'avoir perdue pour toujours. Je lui ai raconté comment sa mère m'avait traité ensuite. Plus je parlais, plus j'étais incapable de retenir mes larmes. Alex écoutait en silence. Sa main dans la mienne a serré légèrement. Il ne disait rien, mais j'ai vu dans ses yeux vides des vagues d'émotions commencer à se former. « Donc, ma mère t'a mise dehors et t'a forcé à te débarrasser de notre enfant », a-t-il fini par dire. Sa voix était rauque, incrédule. J'ai hoché la tête. Les larmes coulaient de nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé notre fils. Il a regardé mon ventre, puis moi avec une expression incroyablement complexe, un mélange de douleur, de culpabilité et un soupçon de gratitude. Lentement, il a levé la main comme pour toucher mon ventre, mais l'a retiré à mi-chemin. « Je suis un mari terrible », a-t-il murmuré. C'était la première fois depuis son réveil qu'il utilisait le pronom « je » pour se désigner lui-même. C'était un minuscule changement, mais qui a allumé un grand espoir en moi. Peut-être que sa mémoire revenait. Quelques jours plus tard, la santé d'Alex s'est améliorée de manière significative. Il pouvait déjà marcher seul dans la chambre. Chaque jour, j'étais à ses côtés, continuant avec nos histoires. Il semblait que les doux souvenirs comblaient progressivement le vide dans son esprit. Il a commencé à se souvenir de fragments épars, l'image de mon sourire radieux le jour de notre mariage, la sensation du premier coup de pied de notre fils dans mon ventre. Chaque fois, il me serrait la main fort, s'excusant encore et encore. Pendant ce temps, à l'extérieur, la traque de Ramiro se poursuivait sans relâche. Le détective moral m'a dit que Ramiro était un criminel extrêmement rusé. Il changeait constamment de cachette, rendant le travail des forces de l'ordre très difficile. Mais il m'a aussi assuré que le filet se resserrait et que sa capture ne serait pas longue. Un matin, alors que je lisais un livre à Alex, il s'est soudainement redressé, se tenant la tête à deux mains, le visage tordu de douleur. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas ?» me suis-je exclamé, alarmé, en le tenant. Il n'a pas répondu, fermant simplement les yeux très fort, murmurant des mots inintelligibles.
Le camion. Cette route. Ramirez. Puis il a ouvert les yeux tout grands et m'a regardé. Son regard n'était plus vide, mais rempli d'une horreur pure et de reconnaissance. Sofia. Sofia, je me souviens maintenant, a-t-il dit d'une voix tremblante. Je me souviens de tout ce jour-là. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de me tuer. Sa mémoire était revenue. Non pas les souvenirs doux, mais le plus terrifiant de tous. Il a raconté que le jour de l'accident, alors qu'il conduisait sur la route de montagne isolée que sa mère lui avait indiquée, il avait senti que quelque chose n'allait pas. Il avait secrètement vérifié l'emplacement sur son téléphone et découvert que la route ne menait pas à l'endroit que sa mère lui avait dit. À ce moment précis, il a reçu un étrange message texte, fait demi-tour immédiatement. C'est un piège. Mais il était trop tard. Un camion est apparu derrière à toute vitesse et a percuté ma voiture. J'ai seulement eu le temps de donner un coup de volant et d'envoyer la voiture dans le ravin, a dit Alex, tremblant encore. Après cela, je ne me souviens de rien d'autre jusqu'à mon réveil dans cet hôpital. Un message étrange. Qui te l'a envoyé, ai-je demandé, le cœur battant. Alex a froncé les sourcils, essayant de se souvenir. Je ne sais pas. C'était un numéro non enregistré. Mais je me souviens qu'avant de partir, j'avais donné mon numéro de téléphone de secours à une seule personne, quelqu'un en qui j'avais confiance pour t'aider si quelque chose m'arrivait. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas me contacter, il devait prévenir la police. Je me suis figé. Qui était cette personne ? La personne qui avait envoyé le message d'avertissement à Alex était la même qui avait informé la police pour me sauver au centre de retraite. Cette personne connaissait tout le plan de Romero mais nous aidait secrètement dans l'ombre. Qui était ce héros mystérieux, et pourquoi faisait-il cela ? Le souvenir terrifiant de l'accident a plongé Alex dans un état de grande agitation. Il ne cessait de parler du camion, de la route de montagne et du mystérieux message d'avertissement. Avec beaucoup de difficultés, et avec l'aide des infirmières, nous avons réussi à le calmer et à lui administrer un sédatif. En le voyant endormi dans son lit, le visage encore marqué par la peur, j'ai ressenti une vive douleur au cœur pour les choses horribles qu'il avait dû traverser, et tout cela seul. Dès qu'Alex s'est endormi, j'ai immédiatement appelé pour informer le détective Moral. Il a été très surpris d'apprendre qu'Alex avait retrouvé la mémoire. Excellent, a-t-il dit. C'est un tournant crucial. Le témoignage d'Alex sera la preuve la plus directe et la plus convaincante pour accuser Romero et ses complices de tentative de meurtre. Restez à ses côtés, prenez soin de lui et encouragez-le. Nous enverrons bientôt quelqu'un pour prendre sa déposition officielle. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était l'identité de cette personne mystérieuse. J'en ai parlé à Alex quand il a été plus calme. Il a froncé les sourcils, luttant pour fouiller sa mémoire endommagée. Il ne parvenait pas à se souvenir de qui il s'agissait. Sofia, a-t-il dit d'une voix impuissante, je me souviens juste que c'était un vieil ami, quelqu'un en qui j'avais très confiance, mais avec qui j'avais perdu contact. Je l'ai croisé par hasard quelques jours avant que tout n'arrive. J'ai senti que quelque chose n'allait pas avec le plan de ma mère, alors je lui ai donné le numéro de secours et je lui ai demandé de garder un œil sur toi. L'information était trop vague, mais j'étais sûr que cette personne jouait un rôle crucial dans toute l'affaire. Non seulement il avait sauvé la vie d'Alex et la mienne, mais il connaissait probablement d'autres secrets dont nous n'avions pas encore connaissance. Dans les jours qui ont suivi, en attendant le rétablissement complet d'Alex, nous avons passé de vrais moments de qualité ensemble, sans tromperie, sans secret. Nous nous sommes remémorés le bon vieux temps et avons parlé de l'enfant qui allait naître. La douleur et la peur semblaient nous avoir rapprochés, rendant notre amour plus profond et plus fort que jamais. Une semaine plus tard, le détective Moral et quelques inspecteurs sont venus à l'hôpital pour prendre la déposition officielle d'Alex. Il a raconté tout l'événement avec précision et clarté. Son témoignage correspondait parfaitement aux preuves que la police avait rassemblées. Avec ce témoignage, nous avons des motifs suffisants pour lancer un mandat d'arrêt international contre Romero Vargas, a déclaré Moral. Il ne pourra pas s'échapper. Pendant ce temps, dans notre ville d'origine, le procès d'Isabella et de son frère s'est tenu avec des preuves irréfutables. Tous deux ont reçu des peines justes pour fraude et complot en vue de nuire. Je n'ai pas assisté au procès. Pour moi, tout était fini. J'espérais seulement qu'ils pourraient utiliser le reste de leur vie en prison pour se repentir de leurs péchés. Notre vie est lentement revenue à la normale.
La santé d'Alex s'est améliorée rapidement. Il pouvait marcher seul et sa mémoire était presque entièrement restaurée. La seule chose était qu'il ne parvenait toujours pas à se souvenir de l'identité de cet ami mystérieux. C'était comme un nœud non résolu dans nos cœurs. Jusqu'à un après-midi où, alors que je ramassais les affaires d'Alex que l'hôpital avait conservées depuis son admission, j'ai trouvé quelque chose de petit dans la poche de sa veste. C'était un porte-clés en bois avec une feuille d'érable finement sculptée. Je l'ai ramassé, sentant qu'il m'était familier. Je l'avais déjà vu quelque part. J'ai montré le porte-clés à Alex. Il l'a pris, l'a retourné encore, et soudain ses yeux se sont éclairés. La feuille d'érable. Le Maple Leaf Café, a-t-il murmuré. C'est ça. Je l'ai rencontré là-bas. Ses souvenirs ont reflué comme un fleuve. Cette personne. Cette personne est Marcus. Marcus? J'étais stupéfaite. Impossible. Charles a été avec moi tout ce temps, m'aidant à te chercher. Comment pourrait-il être l'assistant mystérieux? S'il savait tout depuis le début, pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Non, non. Pas le Charles que tu connais, a rapidement expliqué Alex. Il porte le même nom, mais c'est une personne différente. Marcus était mon meilleur ami à l'université, mais sa famille a ensuite déménagé à l'étranger et nous avons perdu contact. Je l'ai croisé par hasard dans ce café. Marcus a un nom complètement inconnu. Mais pourquoi nous avait-il aidés? Et pourquoi avait-il choisi de le faire en silence? Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un instant puis j'ai répondu. Allô, Sophia. C'est Marcus. Une voix d'homme profonde et inconnue a résonné à l'autre bout du fil. Je pense qu'il est temps que nous nous rencontrions. Je me suis figé. Le héros mystérieux s'était enfin révélé. Mais cette rencontre apporterait-elle des réponses ou ouvrirait-elle la porte à un autre secret choquant? L'appel inattendu de l'homme nommé Marcus m'a laissé autant choqué qu'impatiente. Après tant de jours de spéculation, le héros silencieux avait enfin décidé de se montrer. J'ai accepté de le rencontrer. Le rendez-vous a été fixé pour le lendemain après-midi dans ce même Maple Leaf Café où lui et Alex s'étaient par hasard retrouvés. Alex voulait m'accompagner, mais j'ai refusé. Je voulais affronter cette personne seule pour entendre de mes propres oreilles les réponses à toutes les questions qui s'étaient accumulées en moi. Je suis arrivé au lieu de rendez-vous quelques minutes à l'avance. Le café était petit et chaleureux, décoré dans un style vintage. J'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais regarder les gens passer. Mon cœur battait la chamade, entre anticipation et nervosité. Qui était cet homme, après tout? Et quel était son véritable but? À l'heure convenue, un homme de grande taille vêtu d'une chemise blanche simple mais élégante est entré dans le café, a jeté un coup d'œil autour de lui et s'est dirigé droit vers ma table. Son visage était ferme, intelligent, et ses yeux profonds, qui semblaient porter de nombreuses histoires, se détachaient. « Bonjour, Sophia. Je suis Marcus », a-t-il dit en tendant la main. Sa voix était grave et chaleureuse, exactement comme celle que j'avais entendue au téléphone. J'ai serré sa main, sentant la chaleur et la fermeté de sa poigne. « Bonjour. Merci d'être venu, et merci pour tout. » Marcus a souri un léger sourire, mais teinté de tristesse. « Je vous en prie. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. » Nous nous sommes assis. Après quelques secondes d'un silence gêné, je suis allé droit au but. « Monsieur Marcus, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous nous avez aidés et comment vous connaissiez si bien les plans de Romero Vargas. » Marcus n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé par la fenêtre avec un regard lointain, comme s'il revivait une longue histoire. Enfin, il s'est tourné vers moi et a révélé une vérité qui m'a laissé encore plus stupéfaite que lorsque j'avais découvert le complot de ma belle-mère. Parce que Romero Vargas est mon père biologique. J'ai eu l'impression qu'un courant électrique traversait mon corps. Père biologique. Romero Vargas, le démon qui avait brisé ma famille, était le père de l'homme qui nous avait sauvé la vie. C'était trop absurde, trop illogique. Comment? Comment est-ce possible, ai-je bégayé. S'il est votre père, pourquoi vous êtes-vous opposé à lui? Pourquoi me suis-je opposé à lui, a continué Marcus pour moi, la voix chargée d'amertume. Parce qu'il ne mérite pas d'être appelé un père. C'est un monstre, et je le sais mieux que quiconque.
Marcus a commencé son récit. Il était le résultat d'une liaison extra-conjugale entre Romero et sa mère. Sa mère avait été trompée et abandonnée par lui juste après la naissance de Marcus. Son enfance avait été une succession de jours vécus dans le mépris et le rejet des autres. Ce n'est qu'en grandissant qu'il avait découvert la vérité sur son père. Il l'avait recherché non par affection, mais pour obtenir une réponse, mais il n'avait trouvé que froideur et déni. Il me voyait comme une tâche, une existence gênante, a dit Marcus en serrant les poings. Mais je n'ai pas abandonné. Je le suis secrètement depuis des années, collectant des preuves de ses crimes. Je voulais le mettre en lumière, lui faire payer ce qu'il a fait à ma mère et à ses autres victimes. La rencontre fortuite avec Alex a été un tournant. Lorsqu'il a entendu Alex parler de ses problèmes financiers et du comportement étrange de sa mère, Marcus a soupçonné que la main de son père était derrière tout cela. Il a conseillé à Alex d'être prudent, c'est pourquoi Alex lui a confié le numéro de téléphone de secours. Quand Alex a cessé de répondre, j'ai su que quelque chose de grave était arrivé, a poursuivi Marcus. J'ai utilisé mes contacts pour enquêter et j'ai découvert tout le complot. J'ai essayé d'avertir Alex, mais je n'étais pas à temps. J'ai alors su qu'il ne vous épargnerait pas, vous et le bébé, alors j'ai trouvé un moyen de prévenir la police. J'écoutais avec un mélange d'émotions indescriptibles. Je ressentais de la compassion pour le sort de Marcus et de l'admiration pour son courage et sa droiture. Il avait porté un lourd fardeau, luttant seul contre son propre père criminel. « Et que comptez-vous faire maintenant » ai-je demandé. Marcus m'a regardé. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une profonde tristesse. Ils l'ont déjà attrapé. C'est le prix qu'il doit payer. Je témoignerai au procès. Je dirai toute la vérité. Après cela, je pars d'ici. J'emmènerai ma mère loin pour commencer une nouvelle vie, une vie sans les fantômes du passé. Nous sommes restés assis en silence, finissant nos tasses de thé désormais froides. L'histoire touchait à sa fin. Tous les secrets avaient été révélés. Les méchants avaient payé pour leurs crimes. Les blessés avaient aussi trouvé leur propre chemin. Je savais qu'après cette rencontre, je ne reverrais probablement jamais Marcus. Mais son image, celle d'un héros silencieux, d'un fils qui a osé affronter le mal même quand ce mal portait le visage de son propre père, resterait à jamais gravée dans ma mémoire. Mais la vie réserve toujours des surprises. Alors que Marcus et moi nous apprêtions à partir, mon téléphone a soudainement sonné. C'était le détective Moral. Sa voix à l'autre bout était extrêmement urgente. « Sophia, rendez-vous à l'hôpital immédiatement. Quelque chose de grave est arrivé. » Mon cœur s'est serré. « Alex ? Est-il arrivé quelque chose à Alex ? » « Ce n'est pas Alex, » a répondu Moral d'une voix précipitée. « Évadé ?» Ces deux mots ont été comme un éclair qui m'a laissé sidéré. Romero, le démon qui avait causé tant de mal, qui avait été capturé et qui devrait être en prison en attendant son procès, comment avait-il pu s'échapper? Marcus, à mes côtés, s'est également figé. Son visage a pâli, et la paix qui venait d'apparaître dans ses yeux a été remplacée par une tension extrême. « Je suis en route » ai-je dit à Moral avant de raccrocher. « Allons-y » a dit Marcus d'une voix décidée. Il m'a pris la main et m'a entraîné hors du café. Ce n'est pas le moment de paniquer. S'il s'est échappé, ses premières cibles seront les témoins les plus importants, moi, vous, et peut-être Alex. Les mots de Marcus ont été comme un seau d'eau froide qui m'a rendu mes esprits. C'était vrai. Romero était un renard rusé et impitoyable. Il n'hésiterait pas à utiliser n'importe quel moyen pour faire taire ceux qui pourraient témoigner contre lui. Mon fils, Alex et moi étions en réel danger. Nous avons couru jusqu'à la voiture et nous sommes dirigés droit vers l'hôpital. Tout au long du trajet, Marcus était constamment au téléphone, probablement avec ses contacts pour obtenir plus d'informations. À ses côtés, j'avais le cœur au bord des lèvres, la peur parcourant mon corps. Je n'avais pas peur pour moi-même, j'avais peur pour Alex et pour l'enfant que je portais. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, la zone était déjà bouclée par la police. Le détective Moral nous attendait à l'entrée, le visage grave. Dès qu'il nous a vus, il s'est approché rapidement. « Dieu merci, vous allez bien ?» a-t-il dit avec un soulagement évident. « Que s'est-il passé ? Comment a-t-il pu s'échapper ?» a demandé Marcus directement. Moral a soupiré. Il a simulé une crise cardiaque. Il a profité du transfert à l'hôpital pour recevoir des soins.
Il a comploté avec certains de ces hommes qui attendaient dehors. Ils ont attaqué les agents qui le gardaient et ont pris la fuite. Ils avaient tout prévu. Et Alex, ai-je demandé avec anxiété. Il est en sécurité, nous a rassuré Moral. Nous avons placé sa chambre sous surveillance 24 heures sur 24. Il ne pourra pas s'approcher. Mais le problème est que nous ne pouvons pas vous protéger éternellement. Romero est en liberté. Il est comme une bête traquée. Il va devenir extrêmement dangereux. Marcus a serré les poings. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend ici qu'il vienne? Non, a nié Moral. Nous devons le devancer. Nous devons découvrir où il pourrait aller et l'endroit qu'il considère comme le plus sûr. L'endroit le plus sûr. Où un fugitif pourrait-il se cacher? Alors que tout le monde réfléchissait, je me suis souvenu d'un détail de la conversation que j'avais entendue sur le téléphone d'Alex, l'enregistrement entre Isabella et son frère. Ils avaient mentionné un endroit. Le vieil entrepôt au port, ai-je dit soudainement. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je me souviens que dans l'enregistrement, ma belle-mère et son frère parlaient de s'occuper de mon mari si le plan échouait. Ils disaient qu'ils l'emmèneraient dans un vieil entrepôt sur les docks de Brooklyn. C'était l'une des anciennes bases d'opérations illégales de mon beau-père. Moral et Marcus se sont regardés, une étincelle de compréhension dans les yeux. C'est très possible, a déclaré Moral. C'est un endroit idéal pour se cacher et discret et avec une voie d'évacuation facile par la mer s'ils sont découverts. Sans hésiter, Moral a saisi sa radio et a ordonné à une équipe d'opérations spéciales de se diriger secrètement vers la zone portuaire pour enquêter. Maintenant, l'important est que vous soyez tous les deux dans un endroit sûr, nous a dit Moral. Nous allons vous emmener dans une planque de la police. J'ai secoué la tête. Non, monsieur. Je ne bouge pas d'ici. Je veux rester avec Alex. J'ai regardé vers sa chambre avec détermination. Il vient de retrouver la mémoire. Son état émotionnel est très fragile. Je ne peux pas le laisser seul dans un moment pareil. Mais c'est très dangereux, a objecté Moral. Marcus est intervenu. Détective, laissez-la rester. Je resterai avec elle. Je ne laisserai pas Romero s'approcher d'eux. Voyant notre détermination, Moral a finalement accepté. Il a renforcé la sécurité à l'hôpital, transformant le couloir menant à la chambre d'Alex en une zone infranchissable. Cette nuit-là, l'hôpital a été plongé dans une atmosphère de tension suffocante. Marcus, moi-même et 2 agents de police montions la garde dans la chambre d'Alex. Nous l'avions informé de l'évasion de Romero. Il n'a rien dit, a juste serré ma main très fort, les yeux pleins d'inquiétude. Personne n'a pu dormir de la nuit. Chaque bruit étrange dans le couloir nous faisait sursauter. Presque à l'aube, alors que l'épuisement commençait à se faire sentir, l'une des radios des agents a crépité. C'était la voix de Moral, urgente et hachée. Équipe 1 au rapport. Nous avons localisé Romero et ses complices dans l'entrepôt numéro 7. Les suspects sont armés et opposent une forte résistance, demande de renforts immédiates. Mon cœur s'est serré. La confrontation finale avait commencé. Mais quel en serait le résultat? La justice serait-elle rendue, ou Romero s'échapperait-il une fois de plus pour continuer à semer la terreur? Nos vies semblaient se décider dans un endroit lointain. La radio s'est tue, mais son écho résonnait dans la petite pièce. Nous nous sommes regardés, les yeux emplis d'anxiété et d'une lueur d'espoir. La bataille touchait à sa fin, mais nous ne savions pas comment elle se terminerait. Alex a serré ma main fermement. Il ne disait rien, mais je pouvais voir l'inquiétude extrême dans son regard. Marcus s'est aussi levé, regardant vers la porte comme s'il voulait sortir en courant pour aider. Reste ici, Marcus, ai-je dit, essayant de rester calme. Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Nous ne pouvons qu'attendre. Nous avons attendu ainsi. Chaque seconde semblait durer un siècle. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. La faible lueur de l'aube filtrait par la fenêtre mais ne pouvait dissiper l'atmosphère lourde dans la chambre. Près d'1 heure plus tard, la radio a de nouveau crépité. Cette fois, c'était la voix de Moral fatiguée, mais avec un ton de soulagement incomparable. Le suspect Romero Vargas et tous ses complices sont en garde à vue. Affaire classée. Nous avons poussé un soupir de soulagement collectif. Un poids énorme semblait s'enlever de nos épaules. Alex m'a serré fort dans ses bras,
ses larmes tombant sur mon épaule. Je pensais que je ne vous reverrais jamais, ni toi ni le bébé, a-t-il dit entre deux sanglots. J'ai caressé son dos, mes propres larmes coulant sur mes joues. C'est fini, mon amour. Tant que tu es en vie, tant que nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. Marcus nous regardait, affichant un sourire de véritable paix. Quelques jours plus tard, Alex a pu quitter l'hôpital. Nous avons décidé de ne pas retourner dans l'ancien appartement, un lieu rempli de trop de souvenirs douloureux. Nous avons emménagé dans un endroit plus sûr, un petit appartement dans un autre immeuble sous protection policière jusqu'à ce que tout soit complètement résolu. Le procès de Romero Vargas et de ses complices s'est tenu peu de temps après. Avec des preuves irréfutables des enregistrements d'Alex au témoignage de Marcus, de moi-même et d'Isabella elle-même, lui et ses hommes de main ont reçu les peines maximales pour meurtre, fraude et crime organisé. Isabella et son frère ont également reçu des peines supplémentaires pour leur complicité. La justice avait enfin été rendue. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à mon fils dans un hôpital normal, sans luxe ni fanfare. C'était un beau bébé potelé, le portrait craché d'Alex. Alex l'a regardé les yeux pleins de larmes. C'est notre miracle, Sophia, a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion. Après tout cela, Alex et moi avons décidé de repartir de zéro. Il n'est pas retourné dans son ancienne entreprise. Avec le peu d'argent qu'il nous restait et l'aide de Marcus, il a ouvert un petit atelier de menuiserie spécialisé dans les meubles artisanaux. Il disait vouloir une vie simple, sans plus d'intrigue ni d'ambition. J'ai repris mon travail d'enseignante dans un jardin d'enfants près de chez nous. Notre vie n'était plus luxueuse comme avant, mais elle était remplie de rire et de paix. Le vrai docteur Ramirez, le gentil médecin qui m'avait aidé, est devenu un membre indispensable de notre petite famille. Il nous rendait souvent visite, s'occupant de ma santé et de celle du bébé comme un grand-père adoptif. Charles, le meilleur ami d'Alex, passait aussi souvent. Et Marcus a trouvé un nouveau travail, une nouvelle vie, libéré des fantômes du passé. Lui et sa mère ont quitté la ville pour une ville côtière tranquille, cherchant la sérénité qu'il méritait tant. Les années ont passé. Notre fils a grandi en bonne santé et intelligent. Alex et moi lui racontions souvent notre histoire, les tempêtes que nous avions traversées et comment nous l'avions fait ensemble. Nous lui avons enseigné la gentillesse, le courage et le fait que la justice finit toujours par triompher, peu importe le temps que cela prend. Un soir, alors que nous étions tous dans le petit jardin de notre nouvelle maison, Alex m'a pris la main. « Sophia, tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour ? Si jamais nous sommes trop fatigués, nous nous retirerons au centre de retraite de Saint-Jude. » J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. Je m'en souviens. Mais maintenant, j'ai l'impression de n'avoir besoin de me retirer nulle part parce qu'où que nous soyons, tant que je te tiens, toi et notre fils, j'ai déjà trouvé ma paix. Alex nous a serrés tous les deux très fort. Nous nous sommes regardés, et dans nos yeux il n'y avait plus de peur ni de douleur, seulement de l'amour, de la compréhension et une foi inébranlable en l'avenir.